commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dans presque tous les systèmes scolaires du monde, on enseigne les jeunes sur le grand mystère. Quelle est l'origine du monde? Et presque partout, on raconte la même chose. Le professeur enseigne que petit à petit, pendant des millions et des millions d'années, tout surgit, par hasard. Que l'évolution en est responsable, qu'un laps de temps énorme et que le hasard ont tout réalisé. Cependant, certains professeurs enseignent également une autre version de l'histoire. Ils continuent à considérer que la création de l'univers par un être intelligent extérieur, qu'ils appellent Dieu, reste une possibilité scientifique. Lors de ces émissions, vous allez rencontrer un brillant savant britannique, le professeur Arthur Wilder Smith, qui est un des rares scientifiques du monde à avoir obtenu 3 doctorats. Il a publié plus de 60 livres et articles scientifiques concernant aussi bien le débat la création contre l'évolution que la biochimie, qui est son propre domaine scientifique. Cela fait plusieurs années que le professeur Wilder Smith vit en Suisse. Et il est un des plus éminents experts européens en ce qui concerne la controverse création-évolution. Regardons le monde autour de nous d'un œil nouveau. Allons en Suisse avec le professeur Wilder Smith et avec d'autres scientifiques hautement qualifiés et examinons les preuves, les réalités de la nature. On utilise 2 modèles principaux pour expliquer l'origine de l'univers, du système solaire, des éléments et de la biologie, tout jusqu'à l'homme. Le premier modèle que l'on utilise, qui s'appelle le modèle créationniste, nous enseigne que c'est Dieu qui a conçu et créé les éléments, l'homme et toute la biologie, et qu'il l'a fait en peu de temps, ce qui veut dire que la Terre est relativement jeune. Voilà le modèle de la création. Le deuxième modèle s'appelle le modèle évolutionniste et il suppose que les éléments, l'univers, la biologie et l'homme se sont développés lentement, par hasard et de façon spontanée au cours de millions et de millions d'années et que c'est ce principe évolutif qui est à la base de tous les éléments et de toute la biologie. Voilà le modèle de l'évolution. Dans cette série de films, nous allons examiner ces 2 modèles pour voir lequel correspond le mieux aux faits. Mais avant d'approfondir davantage les informations scientifiques ayant rapport à notre sujet, nous devrions peut-être regarder ce que pensaient nos ancêtres du commencement de l'univers. Très tôt dans l'histoire humaine, l'homme a dû être très impressionné par le soleil, la lune et les étoiles. Comme le professeur Wilder Smith le dit, l'homme est fondamentalement religieux. Et s'il a une occasion de voir quelque chose sur quoi il peut fixer sa foi religieuse, il le fera. Aux temps anciens, l'homme regardait les étoiles et la lune, et peut-être, parce qu'il ne les comprenait pas, il en a tiré la conclusion qu'ils étaient en quelque sorte des dieux. Tandis qu'en Mésopotamie, la lune et les étoiles devinrent des objets d'adoration, en Égypte ce fut le soleil qui domina et que l'on adorait en tant que dieu.
Pour les Égyptiens, il était le roi des dieux et le seigneur du monde. Ils croyaient que chaque jour, Ra, le soleil, vainquait le chaos de la nuit, se levait en triomphe de l'océan primitif et dirigeait sa barque de soleil à travers le ciel jusqu'à ce qu'il disparaisse pour illuminer les enfers pendant la nuit. Un vieux cantique bien connu, en l'honneur du dieu égyptien du soleil, Aton, se trouve au musée égyptien du Caire. Il parle du soleil comme étant la source de toute vie. Toi, soleil vivant, à l'origine de la vie, tu es radieux, magnifique, étincelant et élevé au-dessus de toutes les terres. Toi qui suscites le fruit dans la femme, qui crée la semence en l'homme, qui donne la vie à l'enfant dans le ventre de sa mère. On trouve une histoire tout à fait différente dans la Bible, le livre d'un autre peuple ancien du Moyen-Orient, le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il n'y a qu'un Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et donc aussi le créateur du soleil. Dieu est la source de la lumière et de la vie, et le soleil, la lune et les étoiles ne sont que des porteurs de la lumière, et des indicateurs du temps et des saisons. La description que nous trouvons dans la Bible diffère complètement de toutes les autres histoires concernant l'origine du monde. Et comme beaucoup de scientifiques de nos jours le croient, elle est complètement digne de confiance d'un point de vue historique. C'est un récit sobre de la façon dont cette belle terre est apparue. L'Ancien Testament compare le nombre d'étoiles au nombre de grains de sable au bord de la mer. Ce qui est étonnant, c'est que ces mots furent écrits à une époque où les astronomes anciens croyaient connaître plus ou moins exactement le nombre d'étoiles dans le ciel, c'est-à-dire seulement quelques milliers. C'était tout ce qu'ils pouvaient voir à l'œil nu. Comment ceux qui écrivirent la Bible pouvaient-ils savoir que les étoiles étaient littéralement innombrables? Et ceci quelques milliers d'années avant que Galilée ne tournât son premier télescope astronomique vers le ciel en 1609. Galilée fut stupéfait par ce qu'il vit. Aucun homme ne pouvait prétendre donner ne serait-ce qu'une approximation du nombre exact d'étoiles dans l'univers. Et pourtant, quelques milliers d'années auparavant, la Bible a dit que l'univers était littéralement trop vaste pour être compris par l'homme. Pour nous, qui vivons au XXe siècle, le soleil est une source d'énergie importante. Une source d'énergie dont nous avons absolument besoin. Pourtant, dans notre théorie de l'évolution, tout comme les anciens Égyptiens, nous faisons du soleil l'auteur de la vie. Et comme les Babyloniens de l'ancien temps, il y en a beaucoup qui croient que la position des étoiles peut déterminer leur avenir. L'astrologie et les horoscopes jouent un rôle croissant dans la vie de beaucoup de gens, et ce rôle devient d'autant plus important que les horoscopes ont de plus en plus d'influence sur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Sommes-nous donc plus avancés et plus sophistiqués que les anciennes civilisations? Dans notre XXe siècle, la science et la technologie dominent dans notre vie. Nous avons exploré l'étendue immense de l'espace qui nous entoure. Nous avons atterri sur la Lune et nous avons placé des postes d'observation sur la planète Mars. Même si nos recherches dans l'espace n'en sont qu'à leur début, nos connaissances ont augmenté à grande vitesse depuis quelques années. Mais au fur et à mesure que nous découvrons et élargissons nos connaissances, la réponse devient plus urgente aux questions comme « Comment tout est-il apparu? D'où venons-nous? Sommes-nous le produit d'un créateur intelligent? Ou bien est-ce l'évolution? Le hasard pur? Qui est notre véritable père ?» L'objection courante au modèle de la création, c'est que c'est un modèle soi-disant non scientifique. On dit que si vous avancez un Dieu pour expliquer l'origine de l'énergie, de la matière et de la vie, alors vous avancez quelque chose qui ne peut pas être testé en laboratoire. Eh bien, il est vrai que nous ne pouvons pas examiner Dieu dans un laboratoire. Mais, même si nous ne pouvons pas le faire, nous pouvons y examiner le modèle de la création. Et ce modèle s'est avéré juste. Parce que si l'homme prend la place d'un créateur, il peut, ou tout au moins il pourra probablement, dans les prochaines années à venir, créer certaines formes simples de vie. Or, le deuxième modèle, le modèle de l'évolution, prétend qu'il n'est pas nécessaire de supposer qu'il y a quelque chose en dehors de la matière et de l'énergie pour créer la vie.
Cette proposition n'est pas scientifique. Nous savons parfaitement bien, malgré tous les efforts de ces dernières années pour prouver le contraire, que si on abandonne la matière à elle-même, elle ne s'organise pas. Ce dont nous avons besoin à chaque fois pour obtenir la vie, c'est qu'un être intelligent, qu'il soit homme ou Dieu, insuffle des informations dans la matière. Alors le deuxième modèle ne s'accorde pas aussi bien avec les faits scientifiques tels que nous les connaissons que le premier modèle, le modèle de la création. Comment se fait-il que le professeur Wilder Smith soit si sûr que l'évolution n'a pas pu se produire? La réponse est simple. Prenons l'exemple des gratte-ciel à New York. Pour fabriquer ces constructions immenses, il faut un plan. Des architectes et des ingénieurs ont effectué des calculs compliqués pour pouvoir les construire de manière à ce que des personnes puissent y habiter et y travailler en parfaite sécurité. Bien sûr, personne ne croit que ces gratte-ciel dureront éternellement. Tout dans la nature obéit à ses lois immuables. Le second principe de la thermodynamique dit qu'à la fin, tout se désintègre et s'effrite. Rien n'est éternel, tout change et le chaos augmente. Cela ne s'applique pas seulement aux choses que nous fabriquons, mais également à la nature elle-même. Les processus chimiques qui soutiennent la vie de notre corps deviennent moins efficaces en vieillissant. Nous connaissons tous ce principe universel. Une montre s'arrête, une voiture est détruite par la rouille. Laissés à eux-mêmes, tous les composés chimiques ont tendance à se désagréger en éléments plus simples, plutôt que de devenir plus complexes. Pour le célèbre évolutionniste Isaac Asimov, cette question d'un chaos qui augmente a servi d'inspiration pour une histoire de science-fiction. De New York, où il a écrit la plupart de ses 200 livres scientifiques et de science-fiction, Asimov nous dit pourquoi tout dans la nature retourne à la fin au chaos. Le second principe de la thermodynamique énonce que la quantité de travail fournie par l'énergie de l'univers diminue constamment. Si une grande quantité d'énergie puissante est concentrée à un endroit, de manière à avoir une température élevée ici et une température basse là, alors cette situation peut fournir du travail. Plus la différence de température est petite, et moins on obtient de travail. Or, selon le second principe de la thermodynamique, les régions chaudes ont toujours tendance à se refroidir et les régions froides ont toujours tendance à se réchauffer. Et ceci fait que l'on obtient de moins en moins de travail dans cette situation. À retrouver son niveau et non pas à se disperser. Les choses s'acheminent vers le désordre. Il y a un mot, l'entropie, qui trouve sa meilleure définition dans certaines expressions mathématiques, ce qu'utilisent d'ailleurs les physiciens théoriques. Mais si nous laissons de côté les maths, nous pouvons dire que l'entropie est une mesure du degré de désordre dans l'univers. Plus il y a de désordre, et plus l'entropie est grande. Elle est une mesure de l'égalisation de tout dans l'univers. Plus les choses dans l'univers s'équilibrent, plus l'entropie est grande. À la fin, si l'univers dure suffisamment longtemps, il semblerait que l'entropie arrive à son point maximal, tout s'égalise. Tout arrive à un degré de désordre absolu, et il ne peut plus y avoir de changement au-delà de ce point. Plus de travail, plus rien. C'est une espèce de mort. Les scientifiques ne connaissent pas d'exception à ce principe. Et quoique le docteur Asimov ne le reconnaisse pas personnellement, beaucoup de scientifiques croient que ce principe représente un véritable obstacle grave à la théorie de l'évolution, car la théorie de l'évolution suppose que les atomes s'organisent en des groupes de plus en plus complexes et ordonnés. L'évolution énonce que depuis des millions d'années, tout se développe vers le haut, en devenant plus ordonné et plus complexe. Cependant, ce principe scientifique de base, le second principe de la thermodynamique, dit exactement le contraire. En fait, des ensembles complexes et ordonnés ont tendance à devenir plus simples et plus désordonnés avec le passage du temps. Il y a une tendance descendante qui est irréversible partout dans l'univers. Un certain nombre de scientifiques ont fait remarquer
que rien que ce principe-ci, s'il est bien compris, est suffisant pour réfuter la théorie de l'évolution. En fait, c'est une des raisons les plus importantes pour laquelle un certain nombre d'évolutionnistes ont laissé tomber leur théorie en faveur de l'idée d'une création à l'origine. Il y a au moins 23 théories d'évolution différentes concernant l'origine de ne serait-ce que notre système solaire. Pourquoi y en a-t-il tant? Parce qu'il n'y en a aucune qui corresponde aux faits. Aucune, sauf l'idée que le système a l'air d'avoir été conçu. L'univers n'a pas l'air de quelque chose qui a été formé simplement par une explosion et par des accidents arrivés par hasard. L'univers fonctionne selon des principes exacts et son fonctionnement est ordonné. Plus nous poussons nos recherches, plus nous trouvons des systèmes et des dispositifs ordonnés. Tout ceci serait-il arrivé par accident? Si nous regardons vers le passé de l'univers, nous trouvons que l'entropie diminue. Cela veut dire que l'inégalité de l'énergie augmente. Autrefois, il y avait plus d'énergie amoncelée à un endroit et moins d'énergie à un autre. À la fin, si nous reculons suffisamment loin dans le temps, nous trouvons l'entropie à son point minimal. Et alors, tout était aussi ordonné que possible. Selon nos impressions actuelles, ce temps-là était l'époque où toute la matière dans l'univers se trouvait dans une seule grande boule et tout y était ordonné et en rang, comme autant de militaires au garde à vous. Et ensuite, cette masse a explosé lors du Big Bang il y a 15 milliards d'années. Et dès qu'il y a eu l'explosion, le désordre a commencé, et le désordre augmente depuis. C'est comme si on avait commandé à tous les militaires du défilé de quitter les rangs, et depuis ce moment-là, ils se dispersent allant où ils veulent, jusqu'au moment où ils seront dispersés de manière égale sur toute la Terre, et à ce moment-là, l'entropie aura trouvé son point maximal. Un Big Bang peut-il vraiment fournir l'explication d'un univers très complexe et très ordonné tel que nous le connaissons? Le professeur Harold Slusher, astronome. Le Big Bang est une des cosmogonies de cette époque, qui tente d'expliquer l'origine de l'univers et de ce qu'il contient. La théorie du Big Bang soutient qu'à un moment donné, toute la matière et l'énergie de l'univers étaient concentrées dans ce que l'on appelle l'atome primordial, ou l'atome primitif. Les différents astronomes ne sont pas d'accord en ce qui concerne les dimensions de cet atome. Certains disent qu'il était de taille infinie, et d'autres affirment qu'il avait le diamètre du système solaire. Aujourd'hui, l'opinion actuelle dit que l'atome primordial avait la taille d'un électron, ou était même plus petit. Ces personnes soutiennent que toute la matière et l'énergie étaient concentrées dans un objet qui était plus petit que, disons, la pointe d'une épingle, et que cet objet se tenait dans l'espace pendant un laps de temps inconnu. Et, tout d'un coup, il s'est développé une instabilité à l'intérieur, et il a explosé. Et, d'une manière ou d'une autre, cela a formé des galaxies, des groupes de galaxies, des étoiles et au moins un système planétaire. Si nous regardons l'univers aujourd'hui, nous constatons que lors des explosions, il ne résulte jamais de l'ordre. Les explosions ne produisent que du désordre. Donc, il est normal de poser des questions. Quelles sont les preuves pour une telle théorie ? Après tout, c'est une théorie qui a si peu de ressemblance avec ce que nous voyons. C'est quelque chose qui ne semble suivre aucun des modèles que nous ayons aujourd'hui. Eh bien, une preuve que l'on avance est